Les Franches-Montagnes sont un des nouveaux paradis de l'e-bike en Suisse romande. Les vélos électriques colonisent de plus en plus les pistes et les routes de la région, et pas seulement l'été, mais bien l'ensemble de l'année. Cet engouement du vélo électrique a un impact sur l'économie locale. Il permet de nouvelles offres touristiques, hôtelières et de loisirs, comme des balades gourmandes ou des descentes sportives encadrées. Salut. Robin Juillera a bien saisi ces nouvelles opportunités. Cet ancien compétiteur de VTT a ouvert son magasin de vélo il y a un peu plus d'1 an. Alors ça fait 1 année et demie que vous avez ouvert votre magasin. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu? C'est véritablement cet engouement pour le vélo électrique et la pratique du vélo électrique ici dans les Franches-Montagnes? Ouais, c'est vrai que l'engouement, ça m'a fait envie. Et me lancer à mon compte, c'est vrai que c'était important pour moi. C'était un rêve depuis tout jeune. Et puis le vélo électrique, c'était en plein boom, la location aussi. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Comment vous sentez cet engouement ici? Je le sens avec la demande qui est élevée pour la location de vélo électrique, pour la vente, pour la réparation. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent dans le magasin, qui vous sollicitent. Combien vous avez de vélos à louer? J'ai 15 vélos électriques et musculaires. C'est déjà pas mal pour un petit magasin à Seigneux-Léger. Ouais, je suis content. J'imagine. Et donc vous louez des vélos, mais vous proposez aussi des sacs à dos qui permettent finalement de rendre la balade un peu plus joyeuse. Expliquez-nous. Ouais, c'est vrai que j'ai un sac popcorn. C'est qu'on peut faire des popcorns sur une poêle au feu de bois. Puis j'ai un autre sac, un sac jeu avec des activités à l'intérieur. Et ça, vous sentez que ça plaît aux familles qui viennent se balader? Oui, ça fait une activité supplémentaire et puis c'est vrai que c'est plaisant pour eux. Ouais. Tu m'as trouvé un beau vélo, Robin, j'espère. Mais aujourd'hui, celui qui va enfourcher son vélo électrique pour nous accompagner sur les sentiers de Franche-Montagne, c'est Guillaume Lachat, le directeur de Jura Tourisme. Alors, monsieur Lachat, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêt pour notre balade? Fin prêt, je mets le casque et on y va. Super. On va dans quelle direction? Plutôt par là? Merci de nous accompagner en balade dans les Franches-Montagnes. J'imagine que vous avez l'habitude de faire du vélo électrique dans cette région? Effectivement, quand on est dans un tel terrain de jeu, on essaie de pratiquer un maximum des activités, que ce soit en courant ou à vélo, on essaie d'en profiter. Alors, Robin ne nous l'a pas dit en ces termes, mais il est véritablement victime de son succès. Oui, alors Robin, c'est quelqu'un de nature calme, il ne va pas vous avouer tous ses déboires, mais effectivement, il est victime de son succès avec beaucoup d'heures dans son magasin pour essayer de contenter sa clientèle, oui. Vous êtes directeur de l'Office du tourisme du Jura. Pour l'Office du tourisme, c'est une priorité aujourd'hui de mettre en avant cette mobilité douce. Alors historiquement, c'est notre atout numéro 1, la mobilité douce, mais avec la période de pandémie, ça s'est encore renforcé. Les gens ont besoin de nature, de grands espaces comme celui qu'on traverse actuellement, d'air pur, donc c'est vraiment des choses qui plaisent maintenant au public suisse notamment. Vous êtes déjà monté dans un tuk-tuk ou un rickshaw? Ah oui, ça me rappelle quelques souvenirs de mes voyages en Asie du Sud-Est notamment, oui. Mais ils n'étaient pas électriques. Pas encore, non. Justement, cette révolution électrique s'installe même dans ces triporteurs si typiques d'Inde ou d'Asie du Sud-Est. Une ville du nord-est de l'Inde a même réussi à convertir ses rickshaws au tout électrique. Un reportage d'Antoine Védélé. Puis nous, on se retrouve après. Volontiers. Sur les routes de la capitale la plus polluée du monde, à New Delhi, au milieu d'embouteillages monstres dans l'enfer des klaxons, le tuk-tuk, conduit par Sonu Kashyap, ne passe pas vraiment inaperçu. Peinture bleu-azur, moteur silencieux, pot d'échappement inexistant. Au guidon de son véhicule à 3 roues, Sonu détonne dans le parc automobile de la ville. Mon tuk-tuk est spécial. Il est beau, il ne fait pas de bruit, il est facile à conduire et tout le monde le regarde quand on me voit passer. Mon tuk-tuk est différent des autres parce qu'il est électrique, il ne pollue pas. Dans la mégapole aux 3 millions de voitures et aux 115 000 tuk-tuk, Sonu fait figure d'exception. Ils sont à peine plus d'une centaine de chauffeurs à conduire un tuk-tuk électrique. Je vois bien que mon tuk-tuk n'est pas commun à Delhi.
C'est rare qu'en l'espace d'une semaine, j'en croise un comme le mien. Les autres chauffeurs ont tous le même tuk-tuk qui fonctionne avec du gaz. Pendant 5 ans, Sonou, lui aussi, conduisait un tuk-tuk au gaz naturel. Mais devant l'explosion des prix du carburant, il s'est converti, il y a un mois, à un 3 roues électrique. Je n'ai presque plus de batterie. Je vais devoir le mettre en charge. C'est bien moins cher que le gaz. Pour un tuk-tuk normal, il faut compter environ 7 francs par jour pour pouvoir rouler. Là, je paye 1 franc et je peux les laisser en charge. Grâce à ça, je gagne plus d'argent. J'ai doublé mes revenus. Avant, je gagnais 15 francs par jour, mais désormais, je peux gagner 2 fois plus. Si à New Delhi, Sonou est l'un des rares chauffeurs à avoir pris le virage de l'électrique, ailleurs en Inde, une petite révolution est déjà en marche. Alors que de nombreuses villes du pays suffoquent sous un épais brouillard de pollution, certaines municipalités ont fait le choix d'une première transition vers l'électrique à travers leur flotte de véhicules à 3 roues. Dans le nord-est de l'Inde, Ranchi, 1,5 million d'habitants, a été l'une des premières à convertir ses rickshaws au tout électrique. Plus grands, mais moins rapides que les tuk-tuk, les rickshaws sont prisés dans toute la société indienne. Dans un pays où les options de transport en commun sont limitées, ces véhicules partagés permettent de se déplacer à un prix dérisoire. La rue principale. Je vous emmène dans la rue principale. C'est 20 centimes. Et à Ranchi, désormais, tous les rickshaws sont électriques. C'est très bien pour les courtes distances. C'est agréable de voyager dans un véhicule ouvert. Et surtout, ça ne nous coûte pas cher. Pour me rendre au sport, à l'université ou pour faire mes courses, je n'utilise que des rickshaws électriques. Avec eux, on échappe aux embouteillages et surtout, on ne pollue pas. Ranchi a amorcé sa révolution verte il y a 11 ans. Aujourd'hui, la ville compte 7000 rickshaws électriques et autant de chauffeurs, comme Ganesh Gorai par exemple. À Ranchi, les rickshaws électriques sont très populaires. Même les gens riches qui ont une voiture chez eux les utilisent. En moyenne, je transporte entre 100 et 150 passagers par jour. Ça me permet de bien gagner ma vie. Ancien employé d'un petit magasin, Ganesh Gorai a été l'un des premiers à Ranchi à s'offrir un rickshaw électrique. Lorsqu'il achète le sien en 2010, grâce à un emprunt de 2500 francs, aucune licence ni permis ne sont nécessaires pour conduire ces véhicules. Ganesh, qui n'a pas reçu d'éducation, voit dans ce nouveau moyen de transport une façon d'améliorer son niveau de vie. Moi, je n'ai pas fait d'études et les recruteurs cherchent des personnes instruites. Alors, comme je n'ai aucun diplôme, j'ai choisi de devenir chauffeur de rickshaw électrique. C'est facile de s'en acheter un. Vous n'avez pas besoin de garant ni de documents particuliers. Et puis, c'est facile à conduire. N'importe qui sait faire du vélo peut conduire un rickshaw électrique. Ganesh travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un revenu mensuel de 250 francs. Un salaire convenable en Inde. Allez, on rentre à l'intérieur. En devenant chauffeur de rickshaw électrique, Ganesh a triplé son salaire. Aujourd'hui, il assure à lui seul les besoins de sa famille, son épouse et ses 3 enfants. Dans mon ancien travail, je gagnais 90 francs par mois. Et désormais, c'est autour de 250 francs. Vous voyez bien la différence. Grâce à ce que je gagne, je peux payer l'école à mes enfants. J'ai construit cette maison et j'ai acheté un petit terrain. Avant, nous étions locataires. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai obtenu grâce à mon rickshaw électrique. Nouvelle source de revenus des travailleurs pauvres, les rickshaws électriques alimentent également l'appétit des constructeurs automobiles. Aujourd'hui,
80% des véhicules électriques en circulation en Inde sont des rickshaws. Alors pour faire face à une demande grandissante, de plus en plus de fabricants se lancent sur le marché. Voici notre site de production. C'est ici que nous assemblons toutes les pièces du rickshaw. Rajesh Sangal est à la tête de cette entreprise depuis 15 ans. Il emploie ici 250 salariés. À l'origine, son usine fabriquait uniquement des scooters. Mais en 2011, il décide de réorienter sa production et devient le premier à New Delhi à assembler des rickshaws électriques. En Inde, les problèmes environnementaux sont partout et la pollution est largement due aux émissions de CO2. Donc moi, je me suis dit que je devais créer un engin qui ne rejette ni gaz ni fumée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'un rickshaw respectueux de l'environnement. Chaque mois, 2500 rickshaws électriques sortent de ces lignes d'assemblage. L'entreprise est désormais l'un des plus gros fabricants du pays et Rajesh Sehgal ne cache pas sa fierté de mener ce qu'il considère comme les prémices d'une révolution écologique. Je suis très fier de cette innovation car je pense que j'ai contribué à rendre l'Inde plus verte. Mais les rickshaws électriques, ce n'est pas suffisant. Il faut transformer nos bus, nos trains, nos voitures. Ensuite seulement, on pourra parler d'une révolution verte. L'an dernier, l'entreprise a vendu plus de 10 000 rickshaws électriques à travers tout le pays. Porté par une demande en constante augmentation, son chiffre d'affaires ne cesse de croître, plus 30% en un an. Ce jour-là, dans la boutique de l'usine, cet homme est venu acheter ce nouveau modèle. Voilà notre rickshaw. Je voulais savoir combien de kilomètres je peux rouler. En pleine charge, vous pouvez faire 100 km. Cet acheteur aimerait quitter son métier de livreur pour se reconvertir en chauffeur. Il a dû emprunter 2000 francs pour s'offrir ce rickshaw. Les rickshaws électriques sont à la mode. Le carburant coûte de plus en plus cher et les clients n'ont pas les moyens de trop dépenser. C'est pour ça que l'électrique est une bonne option. Je vais avoir un meilleur niveau de vie désormais. Tous les mois, plus de 11 000 nouveaux rickshaws électriques entrent en service sur les routes indiennes. À New Delhi, c'est au guidon de son tuk-tuk bleu que Sonu Kashyap commence, lui, à faire des émules. Régulièrement, il est interpellé par des chauffeurs de tuk-tuk classiques, intrigués par son véhicule. Combien tu l'as acheté? 4 000 francs. Si je veux en acheter un, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois simplement donner ton permis et ta licence de chauffeur et tu obtiendras une aide financière de 2 000 francs. Donc, le gouvernement me rembourse la moitié. En tout cas, ton tuk-tuk a l'air super. T'as vraiment fait un bon choix. Conscient des problèmes liés à la qualité de l'air et de l'intérêt de sa population pour les véhicules électriques, le gouvernement indien a fait une promesse. D'ici 2025, tous les tuk-tuk en circulation dans le pays devraient être 100% électriques. On poursuit notre balade avec vous, Monsieur Lachin. On est où? On est à quelques kilomètres de Senolégier? Oh, 2-3 km, pas plus. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette révolution électrique en Inde? Peut-être un bon moyen de réinventer ce qui a trait à la culture locale, historique, et puis de la mettre au goût du jour avec les besoins actuels. Quand on voit qu'il y a presque 1 million de rickshaws aujourd'hui électriques utilisés en Inde, on pourrait se dire qu'en Suisse, ça serait pas mal d'accélérer un peu ce virage électrique? Certainement, je ne suis pas un spécialiste. Ce que je constate néanmoins, c'est qu'il faut avoir des stratégies globales. Chez nous, on a la gratuité des transports publics pour les personnes qui séjournent une nuit dans la région avec le Jurapass. C'était un premier pas dans ce sens-là pour amener les gens sur les transports publics et éviter le transport motorisé. Désormais, on va plutôt s'attaquer au dernier kilomètre, c'est-à-dire entre l'hébergement et l'arrêt de transport public ou entre le site touristique et l'arrêt de transport public pour essayer de convertir encore plus de personnes au transport public notamment. C'est vrai que c'est ce dernier kilomètre qui peut parfois être délicat. C'est vite un obstacle, c'est du temps à faire, donc si on a une solution toute pratique sous la main, c'est encore une raison de plus que d'utiliser les possibilités qu'offre le tourisme jurassien.
Alors l'offre touristique ici pour le vélo électrique, elle est naissante, mais elle doit aujourd'hui être améliorée, notamment en termes d'offres hôtelières, de bornes de recharge. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses invisibles qui se sont passées. On n'est pas dans un tourisme de masse, donc on ne va jamais voir des énormes stations de recharge. Mais il y a effectivement encore beaucoup de choses à améliorer dans le service auprès des autres. Des voyages avec les transports de bagages, on en a, mais il faut peut-être en avoir plus. Des bornes de recharge, on en a, mais il faut peut-être en avoir plus et dans des endroits encore plus stratégiques. Donc c'est, je dirais, des petites choses à améliorer constamment sur les années à venir. Et vous avez découvert aussi par la pratique un revers de la médaille, c'est qu'il y a des zones sensibles qui sont aujourd'hui accessibles grâce à ces vélos électriques et qui ne l'étaient peut-être pas avant. Mais les vélos électriques changent un tout petit peu la donne. Déjà, les gens ont la possibilité de faire plus de distance, donc on a dû adapter nos produits en fonction de ça. Mais à une échelle plus locale, ça offre de nouvelles possibilités. Avant, peut-être les gens restaient sur le plateau des Franches-Montagnes. Désormais, ils ont la possibilité de descendre en bas les vallées du Doubs pour les remonter plus facilement avec la motorisation électrique, ou alors de traverser des itinéraires dans des pâturages boisés qui avant étaient peut-être plus difficiles avec un vélo ordinaire. Et c'est quoi les solutions aujourd'hui alors? Plus crois de que c'est surveillance? C'est une bonne information déjà des gens qui sont sur place sur les bons comportements adoptés. C'est surtout aussi une canalisation des flux. Ça ne sert à rien de tout interdire. Je pense que ça, au contraire, ça empirerait la solution avec des gens qui iraient à peu près partout. En canalisant les flux, on arrive à maîtriser cela et puis à voir que tout le monde soit satisfait. Un des gros avantages aujourd'hui aussi du vélo électrique, en tout cas ici dans le Jura, c'est que c'est une offre non pas estivale, mais qui peut s'étendre sur l'ensemble de la saison, l'ensemble de l'année? Oui, c'est une volonté du tourisme jurassien de maintenir sa fréquentation estivale, qui est déjà bonne ces dernières années. Désormais, il s'agit peut-être d'accueillir davantage de monde sur le printemps et l'automne. Si on prend la saison du printemps, par exemple, pour les gens qui pratiquent le vélo ou le vélo électrique, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas dans la... Peut-être dans les Alpes, il y a encore de la neige à cette période-là. Et ici, on peut déjà pratiquer du vélo sur une topographie assez douce. Merci, Monsieur Lachat. Vous rentrez à vélo? Oh oui, volontiers. Quand on part toute une journée en balade à vélo électrique, on aime parfois prendre avec soi un bon pain croustillant. L'année passée, ABE s'est penché sur la question de la provenance du pain. Depuis, le Parlement a décrété une obligation d'informer les clients de l'origine des matières premières et des produits de transformation du pain. On fait le point avec Linda Bourget. Ah non. Le pain, au cœur de notre alimentation depuis des siècles, un produit forcément local, artisanal, avec de la farine d'ici. Dans les années 50, la télévision suisse romande valorisait le travail, le savoir-faire derrière cet aliment national qui trônait au centre de toutes les tables. 65 ans plus tard, les gestes de la production artisanale n'ont guère changé et pourtant, notre pain ne vient plus forcément du fournil du coin, la branche est en souffrance. D'après l'association fêtière, entre 40 et 70 boulangeries disparaissent chaque année, en cause notamment la globalisation. L'an dernier, une enquête d'ABE détaillait le phénomène. Alors on a vu qu'on pouvait obtenir des croissants de cette qualité-là, avec du beurre, pur beurre, etc., pour 8 centimes d'euros. Et puis les miens, je les vends à 1,60 € et j'ai à peu près 12 centimes de bénéfice. Donc le rapport est complètement différent. Si vous importez un croissant, vous payez moins de frais de douane que si vous importez le beurre et la farine qui sont à l'intérieur. Et si vous produisez ce croissant en Suisse, avec des produits suisses ou même avec des produits importés, vous serez toujours plus cher que le croissant importé. Il estime que 25% du pain que nous mangeons est importé. Jusqu'à 35% de produits importés chez Lidl, qui a accepté nos caméras, mais décliné notre proposition d'interview. Chez Aldi, c'est 20%. Mais là, le pays, il n'est pas indiqué. Pour quelle raison? Le pays n'est pas indiqué simplement parce que cela n'est pas encore demandé. Depuis, les choses ont enfin bougé. Les boulangers et les céréaliers d'abord ont fini par se mettre d'accord sur la création d'une marque, Pain Suisse, pour donner plus de visibilité aux produits du cru.
Lancée en août dernier, elle garantit au moins 80% de matières premières suisses, une fabrication dans le pays. Mais attention, seuls les pains, petits pains et sandwichs sont concernés, pas les viennoiseries. L'objectif est clair, comme l'explique le directeur des céréaliers suisses. On aimerait regagner des parts de marché. On aimerait que le consommateur soit conscient du pain, de l'origine du pain et des produits de boulangerie, et puis qui favorise la production et la transformation en Suisse. Et puis ce serait bénéfique vraiment pour l'ensemble des échelons de la filière, donc les producteurs, les meuniers et les boulangers au final. Dans cette boulangerie fribourgeoise, le patron est convaincu. Alors, ça a vraiment du sens de le marquer, parce que comme ça on monte la proximité, la fabrication sur place et puis la confiance pour les consommateurs. Du sens, en attendant le changement que le Parlement a voté tout récemment. Car à en croire le nombre d'interventions sur l'origine du pain, c'est presque une affaire d'État. La gastronomie, c'est un art. L'artisanat, c'est un art aussi. Faire du pain, c'est un art. D'après les sondages, 90% des consommateurs partent du principe que ces produits viennent de Suisse. Il est à mon sens nécessaire d'assurer la désignation claire du pays de provenance des denrées alimentaires. L'enjeu, c'est rare, mais tout le monde d'accord, le pain qui réunit même les socialistes et l'UDC. Une évidence pour Simone de Montmolin qui a pris part au débat sur le sujet. Ça renvoie à tout ce qu'on aime, à notre enfance, c'est les odeurs du pain qui sort du four, c'est des moments d'intimité aussi. Et puis c'est toute cette symbolique judéo-chrétienne, le pain et le vin, sont deux aliments qui ont une place particulière dans notre culture et ça doit le rester, donc c'est aussi à nous de montrer ce chemin. Face à la hausse des importations, le Parlement a donc opté pour une obligation de transparence. Dès l'automne 2023, le lieu de fabrication du pain devrait être indiqué par écrit, de manière visible, dans tous les points de vente, les hôtels et les restaurants. Là, on est en train de peser le pain pour demain, le pain mi-blanc. Là, c'est les ficelles. Là, on commence à arriver avec un petit peu plus gros. Pain familial. On retrouve Éric Emery qui dénonce depuis longtemps la concurrence étrangère, impatient de sentir les effets de cette nouvelle exigence. Et je pense qu'on va avoir des surprises dans des restaurants, même très cotés, de trouver du pain qui viendra d'étrangers alors qu'il y a un boulanger dans le village à côté. Et là, je pense que ça va donner matière à réfléchir à un petit peu tout ce monde qui se sert à l'étranger. Pour dire, tiens, je vais peut-être faire un effort et je vais acheter à Genève. À voir. Le consommateur pourra alors enfin choisir en connaissance de cause s'il mise sur des céréales transformées en Suisse ou s'il préfère des produits venus d'ailleurs pour une bouchée de pain. La marque Pain Suisse n'a qu'une petite année. Elle s'installe progressivement dans certaines boulangeries de Suisse romande, comme ici à Seigneulier-Gier, où David Parra croit à l'attractivité des produits locaux. Monsieur Parra, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Est-ce que vos clients vous demandent souvent l'origine, la matière première de vos pains? C'est pas une question qu'on a très souvent, parce que les clients partent du principe, quand ils achètent un pain chez l'artisan boulanger, que c'est un pain qui est fabriqué avec des matières premières suisses ou locales. On a plus souvent la question, est-ce que votre pain est fabriqué ici ou est-ce que votre sandwich est fabriqué ici? Cette obligation de déclaration, elle n'est pas encore totalement effective, elle le sera d'ici quelques mois. Est-ce que vous avez l'impression que ça va fondamentalement changer quelque chose pour vous? Pour nous, je ne pense pas. Étant donné aussi que le pain, il est vendu non emballé et puis que l'affichage, il n'est pas énorme dans le magasin. Et puis toujours par ce principe de base que le produit est fait avec des produits suisses. Donc on n'aura pas un grand changement dans la communication. Ça va plus être impactant pour la grande distribution, je pense, qui devra réfléchir d'où viennent ces produits au moment de faire de l'affichage. Les stations-service notamment. Etc. Les stations-service. Alors, vous fabriquez du pain local. Pourquoi est-ce que vous êtes finalement affilié à cette marque Pain Suisse? Alors, c'est plus pour apporter mon soutien à la marque Pain Suisse, parce que, encore une fois, mes clients savent aussi par la communication qu'on fait dans l'entreprise que nos produits sont locaux. En tous les cas, ils sont suisses. Et puis, ce que je voulais surtout, c'est participer, mettre de ma personne au soutien du produit suisse,
plus aussi au niveau des politiques, là où on est mal représenté bien souvent. Donc il fallait soutenir le pain suisse en fait. Vous avez l'impression que cette marque va pouvoir mettre en avant les produits suisses s'il y avait besoin de mettre en avant des produits suisses dans la boulangerie? Je pense qu'il y a surtout besoin de mettre en avant les produits suisses par rapport aux importations qu'on subit de plein fouet. Et ça va permettre aussi de discuter en haut lieu des choses importantes pour soutenir nos métiers. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de ces marques qui mettent en avant le pain suisse? Voilà, il y a le pain bio, il y a le pain local, et puis il y a la marque Suisse Garantie, maintenant il y a la marque Pain Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas trop de marques? Les clients risquent de s'y perdre un peu. Bon, à part bio et Suisse Garantie, il n'y en a pas non plus des centaines et des centaines. Et puis je pense que chacune de ces marques correspond à quelque chose de bien précis. Le pain bio étant du bio et non pas forcément pain suisse. Ouais. Malheureusement, le bio n'est pas toujours suisse. C'est plus un concept qu'une indication de provenance. Et puis la marque Pain Suisse et la marque Suisse Garantie sont en fait de la même famille, étant donné que Pain Suisse est directement lié à des conditions qui respectent les principes de Suisse Garantie. On sait que la matière première a nettement augmenté, donc j'imagine que le prix de vos pains a aussi augmenté. Est-ce que vous sentez ça dans le magasin? Est-ce qu'il y a des réactions de la part de consommateurs et de clients? On a connu les réactions habituelles, mais je pense en rapport à notre nombre de clients quotidiens, c'est vraiment très faible parce que les clients comprennent, ils savent ce qui se passe, ils savent ce qu'il en est de l'économie actuellement. Et puis ça a été largement médiatisé, ils étaient prévenus que ça allait arriver. Et notre client, il ne vient pas chez l'artisan pour gagner sur le prix en fait, il vient pour gagner sur la qualité. Et il vient pour soutenir un concept d'artisanat. Notre pain ABE, il est 100% suisse? Il est 100% suisse, fabriqué cette nuit même dans nos locaux, avec la farine de notre meunier, en fait, qui est à Yverdon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci bien.